jeux de la planète, le monde passe à CRTM. Cette émission vous est présentée en collaboration avec Chrysler Canada. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Sport 93, une émission qui vous fera revivre les moments les plus forts de la dernière année. La Coupe Stanley du Canadien, la saison excitante des expos, les impressionnantes performances d'athlètes canadiens et québécois sur la scène internationale, les moments tragiques et bien d'autres choses sont au menu de cette émission qui, nous l'espérons, sera vous divertir au cours des prochaines minutes. Le hockey occupe bien sûr une place de choix dans le cœur de la majorité des Québécois et c'est avec les grands moments de ce sport que nous donnons le coup d'envoi à notre tour d'horizon de l'année 1993. Inspiré par un entraîneur positif au maximum et un gardien en pleine possession de ses moyens, le Canadien a surpris beaucoup de monde en 1993 en remportant la 24e Coupe Stanley de son histoire, sa première depuis 1986. En finale, la bande de Jacques Demers a mis 6 matchs pour venir à bout des Kings de Los Angeles. Dans l'ultime rencontre, présentée devant une foule délirante au Forum, Paul DiPietro a fait figure de héros en comptant 2 buts. Patrick Roy a bien sûr mérité le trophée Conn Smythe à titre de meilleur joueur des séries. La célébration a cependant été ternie par des actes de vandalisme d'une rare intensité dans les rues du centre-ville. Les nombreuses stations de télévision couvrant l'événement ont subi des pertes de plusieurs centaines de milliers de dollars en équipement. Rien ne laissait croire que le Canadien parviendrait à remporter cette éreintante course aux plus grands honneurs dans la Ligue nationale. On ne donnait d'ailleurs pas cher de la peau de la Sainte-Flanelle à l'issue des 2 premiers matchs de la demi-finale de la division Adams, remportés tous 2 par les Nordiques à Québec. Les Nordiques avaient d'ailleurs coiffé le Canadien au 2e rang du classement de la division Adams avec une saison de 104 points. Dans le 2e match gagné 4-1 par les Nordiques, Ron Hextall a été étincelant devant la cage des gagnants alors que son vis-à-vis Patrick Roy a été chancelant à quelques reprises. C'est à la suite de ce 2e échec contre leurs éternels rivaux que les joueurs du Canadien et particulièrement Roy ont changé totalement d'attitude. Le Canadien a remporté les 4 matchs suivants, dont le dernier 6-2 au Forum. Paul DiPietro, très peu utilisé au cours de la saison, a brisé les reins des Québécois dans cette dernière partie en réussissant un truc du chapeau. L'entraîneur des Nordiques, Pierre Pagé, n'a pu contenir ses émotions au cours de cette humiliante défaite et on va longtemps se rappeler de la colère qui l'a envahi à la suite du 4e but du Canadien. Les Nordiques éliminés, le Canadien a poursuivi sa longue route vers le succès. Et on n'oubliera pas de sitôt ses 10 victoires de suite en prolongation au cours des séries éliminatoires, un nouveau record de la Ligue nationale. Les Sabres de Buffalo et les Islanders de New York ont tour à tour succombé devant l'ardeur de l'équipe de Jacques Demers avant que les Kings ne deviennent les dernières victimes. Mario Lemieux a défrayé les manchettes plus d'une fois en 1993, mais la plus terrible nouvelle est survenue au tout début de l'année lorsqu'il a appris qu'il souffrait de la maladie de Hodgkin, un cancer qui s'attaque aux ganglions lymphatiques. Le capitaine des Pingouins a dû se soumettre à des traitements de radiothérapie pendant quelques semaines et plusieurs ont alors cru que sa saison, voire sa carrière, était compromise. Mais Lemieux ne vit que pour le hockey et contre toute attente, la journée même de son dernier traitement aux radiations, il s'est présenté au Spectrum de Philadelphie pour participer à un match contre les Flyers. Il a obtenu une passe dans la défaite de 5-4 de son club, mais il va sûrement se rappeler longtemps de l'ovation que lui a servi la foule des Flyers, pourtant hostile aux Pingouins. Lemieux n'a cependant pas mis de temps à retrouver sa touche et il a même égalé un record de la Ligue nationale une dizaine de jours plus tard en marquant 4 buts dans 2 matchs d'affilée. Ses performances éblouissantes lui ont d'ailleurs permis de devancer Pat Lafontaine des Sabres de Buffalo au championnat des compteurs. Lafontaine avait pourtant accumulé une confortable avance pendant la convalescence du joueur des Pingouins. Lemieux n'a toutefois pu empêcher les Pingouins de subir l'élimination en finale de la division Patrick contre les surprenants Islanders de New York, ce qui a donné un regain de vie aux autres formations toujours impliquées dans les séries de la Coupe Stanley. Lemieux a enfin subi une opération au dos au cours de l'été et après quelques matchs cette saison, il a dû une fois de plus observer une période de repos, ses malaises refaisant surface. La Ligue nationale s'est donné un commissaire pour la première fois de son existence en nommant Gary Bettman à ce poste. Il est officiellement entré en fonction le 1er février. Alexander Mogilny des Sabres de Buffalo a compté 50 buts en seulement 46 matchs. Mais l'exploit n'a pas été homologué comme une performance de 50 buts en moins de 50 parties parce que c'était la 53e des Sabres. Mogilny a terminé la saison avec 76 buts, un sommet dans la Ligue nationale qu'il a partagé avec Timo Selané des Jets de Winnipeg. Selané a abaissé le record de 53 buts pour une recrue qui appartenait à Mike Bossy des Islanders lors d'un match contre les Nordiques. À la conclusion de la saison, Selané a été proclamé la recrue par excellence dans la Ligue nationale.
À sa première saison dans la Ligue nationale, Eric Lindros des Flyers a manqué plusieurs matchs à cause de blessures, mais il a franchi le cap des 40 buts. Une affaire d'assaut contre une jeune fille dans un bar d'Ontario n'a cependant pas aidé à redorer son image. Il a finalement été acquitté des accusations qui pesaient contre lui. Tel que prévu, les sénateurs d'Ottawa, qui avaient le premier choix à l'entrée amateur, ont réclamé Alexandre Daigle du titre de Victoriaville et lui ont consenti un contrat de plus de 12 millions de dollars. Daigle a connu un début impressionnant dans la Ligue nationale et fut même nommé recrue par excellence du circuit pour le mois d'octobre. Jacques Lemaire a mis fin à une association de 26 ans avec le Canadien en acceptant le poste d'entraîneur des Devils du New Jersey. Son club a connu un départ fulgurant et s'impose comme l'une des formations à battre dans la division Atlantique. Les Maple Leafs de Toronto, menés par le gardien Félix Potvin, ont établi un record de la Ligue nationale en remportant leurs 10 premiers matchs cette saison. Pour la première fois de son histoire, la Ligue nationale a dû faire face à une grève de ses arbitres et juges de ligne. Le conflit a duré un peu plus de 2 semaines et pendant que des officiels suppléants étaient en poste, on a eu droit à une recrudescence de violence dans la Ligue nationale. Après la pause, une saison excitante pour les Expos, une autre année de rêve pour les Blue Jays. Au baseball, la saison a bien mal commencé pour les Expos, mais les jeunes loups de Philippe Alou ont démontré beaucoup de caractère en 1993. Et les amateurs ont retrouvé une passion pour ce sport, passion qui était disparue depuis quelques années à Montréal. Guidés par le talent de jeunes joueurs en pleine progression tels Marquise Grissom, les Expos ont lutté jusqu'à la fin pour chauffer les champions de la division Est, les Phillies de Philadelphie. Grissom a d'ailleurs été choisi le joueur par excellence des Expos en 93 grâce à une moyenne de 298, 15 circuits et 95 points produits en plus de 53 buts volés. Le plus bel exploit des Expos au cours de la saison 93 aura toutefois été de mettre la main sur le lanceur gaucher Denis Boucher de la Chine qui perdait son temps dans l'organisation des Padres de San Diego. Certes, un gros coup de marketing, mais aussi une acquisition digne de mention puisque le jeune gaucher a répondu avec des performances éblouissantes à chacune de ses présences au monticule. Ils étaient d'ailleurs plus de 40 000 au stade olympique pour l'encourager lors de son premier départ avec les Expos le 6 septembre. Un match émotif où Boucher a été impressionnant, mais il n'a pas été impliqué dans la décision. Quelques jours plus tard, il signait cependant son premier gain avec les Expos contre les Reds de Cincinnati. Boucher figure maintenant avantageusement dans les plans de l'équipe. Le releveur John Watland a établi une nouvelle marque d'équipe avec 43 sauvetages en 93. Il a pourtant commencé la saison avec un mois de retard à cause d'une fracture à un orteil subi au camp d'entraînement. Le controversé Dennis Martinez a mis fin à une association de 8 ans avec les Expos en signant au début de décembre un contrat de 2 ans avec les Indiens de Cleveland. Martinez aurait pu passer au Braves d'Atlanta au mois d'août, mais il a opposé son veto, un geste que la direction des Expos n'a pas du tout apprécié. Martinez aura cependant terminé sa carrière à Montréal avec une fiche impressionnante de 100 victoires contre seulement 72 défaites. Dans le but de renforcer leur personnel de lanceurs partants, les Expos ont échangé l'un de leurs plus beaux espoirs, le deuxième but de Lionel Bichilde, aux Dodgers de Los Angeles à la fin de la saison, et obtenu en retour le lanceur de 22 ans Pedro Martinez, considéré comme l'un des meilleurs droitiers d'avenir dans le baseball. Ce geste a été vertement critiqué par les partisans de l'équipe, et seul l'avenir dira si les Expos ont eu raison de conclure cette transaction. Pour une deuxième année de suite, les Blue Jays de Toronto ont remporté la Série mondiale. Ils se sont sauvés avec les grands honneurs dans le 6e match en battant les Phillies de Philadelphie 8-6 grâce à un dramatique circuit de 3 points de Joe Carter contre le releveur Mitch Williams après un retrait à la 9e manche. Paul Molitor, auteur de 3 coups sûrs dont un circuit dans ce décisif match, a été proclamé le joueur par excellence de la série. Les Blue Jays sont donc devenus le premier club depuis les Yankees de New York en 1977 et 78 à remporter la Série mondiale 2 années de suite. Chris Bosio des Mariners de Seattle a lancé le premier match sans point ni coup sûr de la saison dans le baseball majeur en blanchissant les Red Sox de Boston 7-0. Le manchot Jim Abbott a réussi le premier match sans point ni coup sûr en 10 ans chez les Yankees de New York. Il a accompli son exploit dans une victoire de 7-0 contre les Indiens de Cleveland. Ken Griffey Jr. des Mariners de Seattle a égalé un record du baseball majeur établi par Dale Long des Pirates de Pittsburgh en 1956 en cognant au moins un circuit dans 8 matchs de suite.
Ennuyé par toutes sortes de blessures au cours de la saison, le lanceur Nolan Ryan des Rangers du Texas a mis un terme à sa glorieuse carrière le 22 septembre contre les Mariners de Seattle. À 46 ans, Ryan pouvait encore lancer des balles rapides à plus de 90 000 à l'heure, mais l'usure de ses 26 saisons dans le baseball majeur auront finalement eu raison de sa santé. Mark Whitten des Cards de Saint-Louis est devenu le premier joueur des majeurs depuis Jim Bottomley des Cards de Saint-Louis de 1924 à produire 12 points dans un même match. Dans le deuxième match d'un double, Whitten a cogné 4 circuits pour aider son équipe à vaincre les Reds de Cincinnati 15-2. Greg Maddux des Braves d'Atlanta est devenu le premier lanceur de la Ligue nationale depuis Sandy Koufax des Dodgers de Los Angeles en 65-66 à remporter le trophée Cy Young pour une deuxième année de suite. La course automobile, le football, la boxe, le golf et le tennis sont d'autres sports qui ont su nous tenir en haleine tout au long de la dernière année. Et en voici les faits dominants. Après une année sabbatique, le pilote français Alain Prost est revenu plus fort que jamais en 1993, se permettant même d'enlever le championnat du monde des conducteurs. Il a toutefois surpris tout le monde le 24 septembre en annonçant sa retraite de la compétition à la fin de la saison. Parmi ses succès en 93, on note entre autres sa première victoire à vie au Grand Prix du Canada, disputée sur le circuit Gilles Villeneuve. Le pilote britannique Nigel Mansell, champion de Formule 1 en 1992, n'a pas eu trop de mal à s'adapter à la Formule Indy en 93 et c'est sans trop de difficultés qu'il a enlevé le championnat des conducteurs, devenant ainsi le premier pilote de l'histoire à gagner le titre en Formule 1 une année et celui de la Formule Indy l'année suivante. Au football, en l'espace de 3 ans, les Cowboys de Dallas sont parvenus à passer de la pire équipe de la NFL à la meilleure. Devant une salle comble au Rose Bowl à Pasadena, les Cowboys ont écrasé les Bills de Buffalo 52-17 pour remporter le 27e Super Bowl. Les Cowboys, dirigés d'une main de maître par le quart Troy Aikman, le joueur par excellence du match, ont ainsi remporté leur premier titre en 15 ans. Les Bills, de leur côté, sont devenus la première équipe à subir la défaite 3 années de suite dans un match du Super Bowl. À la boxe, Vander Holyfield a pris sa revanche sur Riddick Bowe en le battant par décision unanime à la suite d'un combat de 12 rounds disputé à Las Vegas. L'affrontement a été interrompu pendant une vingtaine de minutes au 7e round, alors qu'un audacieux parachutiste a atterri sur le ring. Au golf, les États-Unis ont conservé la Coupe Ryder en battant l'Europe par 15 points contre 13 au club Belfry à Birmingham, en Angleterre. Les États-Unis l'ont emporté grâce à de solides performances de Jim Gallagher, Ray Floyd et Tom Kite lors de la dernière journée. Au tennis, 1993 a permis à l'Américain Pete Sampras de se hisser au sommet du classement mondial masculin. Sampras a inscrit 2 victoires dans des tournois du Grand Chelem à Wimbledon et au US Open. À la suite de l'abandon forcé de la Serbe Monica Seles, l'Allemande Steffi Graf a repris le titre de joueur numéro 1 au monde chez les dames. Elle a notamment enlevé 3 victoires dans des tournois du Grand Chelem à Roland-Garros, Wimbledon et Flushing Meadows. Après la pause, de grandes performances des athlètes québécois sur la scène internationale. Pour les athlètes canadiens et québécois, 1993 a été une année fastueuse. Quand on regarde les performances des nôtres au cours de la dernière année, on se dit que plus jamais on pourra accuser nos athlètes de se présenter aux compétitions dans le seul but de tenir un rôle de figurant. C'est aussi en 1993 que l'une des plus grandes injustices de l'histoire du sport a été corrigée. Le 1er octobre, la Fédération internationale de natation amateur a recommandé au Comité international olympique d'attribuer une médaille d'or à la Québécoise Sylvie Fréchette pour sa performance en nage synchronisé lors des Jeux olympiques de Barcelone. La Fédération a ainsi reconnu avec plus d'une année de retard l'erreur d'ordinateur d'une juge brésilienne lors de l'attribution des notes. C'est en décembre que le CIO a donné son aval à cette recommandation et Fréchette a finalement obtenu sa médaille d'or olympique lors d'une grande fête organisée en son honneur. Myriam Bédard a écrit une page d'histoire le 13 février en devenant la première Canadienne à remporter une épreuve de championnat du monde de biathlon. Bédard a enlevé les honneurs de l'épreuve de 7,5 km de Borovec en Bulgarie. Au classement général de la Coupe du monde de biathlon, Bédard a pris le 2e rang derrière la Russe Anfisa Rechchova. Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler sont devenus en 1993 les premiers Canadiens depuis Barbara Underhill et Paul Martini en 1984 à remporter le titre mondial dans l'épreuve en couple des championnats du monde de patinage artistique disputés à Prague en République tchèque. C'est la pirouette de la vie, une figure créée 25 ans plus tôt par les Russes Ludmila Belousova et Oleg Protopopov qui a permis à Brasseur et Eisler de se sauver avec la médaille d'or.
L'Albertain Kurt Browning a remporté pour la 4e fois de sa carrière le titre masculin des championnats du monde de patinage artistique. Lors de son programme libre, où il personnifiait le légendaire Humphrey Bogart dans le film Casablanca, Browning a même obtenu une note parfaite de 6 en impression artistique de la part d'un juge. L'Ontarien Elvis Stoico, 5e à l'issue du programme technique, a effectué pour sa part une remontée phénoménale dans le programme libre pour réussir à arracher la médaille d'argent. Le Canada a donc terminé ses championnats du monde avec 3 médailles. Le Canada a remporté la médaille d'or au championnat mondial de hockey junior en Suède. À la suite d'une victoire de 8-1 contre le Japon, la formation canadienne était déjà assurée de terminer en première place. Bruni Surin s'est de plus en plus imposé sur la scène mondiale en 1993 et il s'est même permis d'égaler le record du monde de l'Américain Lee McRae le 12 mars en remportant l'épreuve de 60 mètres en 6 secondes 50 dans le cadre des championnats du monde d'athlétisme en salle à Toronto. Surin par ailleurs établit une nouvelle marque canadienne en courant le 100 mètres en 10 secondes 2 lors des championnats du monde d'athlétisme à Stuttgart en Allemagne. Cette performance lui a valu la 5e place. Bien que coéquipiers Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, et Claude Bourbonnais se sont livrés une lutte sans merci tout au long de la saison en Formule Atlantique. Et cette rivalité a atteint son point culminant au Grand Prix de Trois-Rivières, alors qu'une manœuvre dangereuse de Bourbonnais a entraîné la perte des 2 pilotes québécois. Villeneuve a terminé l'année avec 5 victoires contre 3 pour Bourbonnais, mais le championnat de Formule Atlantique est allé à l'Ontarien David Embringham. En patinage de vitesse sur courte piste, la Montréalaise Nathalie Lambert a remporté à peu près tout ce qui était humainement possible de gagner en 1993. Parmi ses exploits, notons plusieurs marques mondiales, en plus d'une première place au classement cumulatif lors des championnats du monde disputés à Beijing, en Chine. Un autre Québécois, Marc Gagnon, a aussi terminé ses championnats au premier rang du classement général chez les hommes. L'Ontarienne Kate Pace a remporté la descente féminine des championnats du monde de ski alpin à Morioka au Japon, en dépit d'une fracture au poignet gauche qui la hantait depuis quelques semaines. Pace devait ensuite enlever les honneurs des descentes de Lillehammer en Norvège et Tignes en France, confirmant sa place parmi les meilleurs au monde dans cette spécialité. La jeune Québécoise de 17 ans, Mélanie Turgeon, a pour sa part mérité sa place sur l'équipe olympique pour les Jeux olympiques de Lillehammer, en prenant la 5e place à la descente de Tignes. Jean-Luc Brassard de Grande-Île a été couronné champion du monde en bosse dans le cadre de la Coupe du monde de ski acrobatique en 1993. Lloyd Langlois de Magog a détrôné Philippe Laroche de Lac-Beauport comme champion du monde des sauts au classement général de la Coupe du monde de ski acrobatique. Laroche, qui a terminé en 6e place à ce classement, a quand même pu se consoler en remportant le concours de saut dans le cadre des championnats du monde à Lake Placid. Au tennis, Greg Rusedski de Pointe-Claire a connu une année de rêve et ses participations au final des tournois de Tokyo et Beijing lui ont permis de terminer au 48e rang au classement mondial. Parmi ses exploits de 93, on note des victoires contre les réputés américains Michael Chang et Brad Gilbert. Évidemment, il ne se passe pas une année sans que l'on ait droit à quelques tragédies ou moments difficiles et le sport ne fait pas exception à la règle. Voici quelques événements survenus en 1993 qui resteront longtemps gravés dans notre mémoire. Les Indiens de Cleveland ont subi leur plus grande défaite avant même que la saison ne commence, lorsque le 22 mars, les lanceurs Steve Olin, Tim Cruz et Bob Ojeda ont été impliqués dans un accident nautique à Orlando, en Floride. Olin est mort sur le coup, Cruz a rendu l'âme le lendemain, tandis que Ojeda s'en est tiré avec des blessures mineures. Ojeda put revenir au jeu après quelques mois de convalescence. À l'automne, un autre lanceur des Indiens, Cliff Young, s'est tué dans un accident de la circulation. La Serbe Monica Seles, première joueuse de tennis au monde, a été poignardée à une épaule par un spectateur lors d'un match contre la Bulgare Magdalena Maleeva au tournoi de Hambourg. L'auteur du méfait, un Allemand de 38 ans qui a pour nom Gunther Park, a avoué plus tard qu'il avait posé ce geste parce qu'il est un inconditionnel de Steffi Graf, deuxième au classement mondial derrière Seles au moment de la tragédie. Lors d'un match éliminatoire contre les Islanders de New York, Dale Hunter des Capitals de Washington a servi une mise en échec sauvage à l'endroit de Pierre Turgeon qui venait tout juste de marquer. Hunter a été suspendu 21 matchs pour ce geste. Lors du 3e match de la finale de la division Adams entre le Canadien et les Sabres, Alexander Mogilny, en voulant mettre Brian Bellows en échec avec l'aide de coéquipiers, a fait une vilaine chute et s'est fracturé le péroné.
Le voltigeur Moisés Alou des Expos a été bien malgré lui la vedette de l'une des scènes les plus douloureuses à regarder en 1993. Lors d'un match contre les Cubs de Saint-Louis, Alou s'est déchiré presque tous les ligaments d'une cheville en plus de se fracturer le péroné. À ce moment, Alou faisait flèche de tout bois et sa perte a été dure à encaisser pour les Expos. Les médecins croient qu'il sera rétabli à temps pour le prochain camp d'entraînement. Et après la pause, les grands disparus de 1993. Le sport a aussi pleuré la perte de quelques-uns de ses pionniers au cours de la dernière année et bien qu'ils ne soient plus de ce monde, leur courage et détermination ne seront jamais oubliés. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des inconnus dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà. Compté par le numéro 32. Canadiens goal is 6th of the series. Scored by number 30. Alors, c'est ainsi que se termine notre tour d'horizon de la dernière année dans le monde du sport. 1994 promet par ailleurs de nous fournir des moments d'une grande intensité, surtout lors des Jeux olympiques de Lillehammer, où le Canada mènera probablement la meilleure délégation de son histoire. Et vous pourrez suivre de près le déroulement de ces Jeux olympiques au réseau TVA. Et on en profite pour souhaiter bonne chance à tous les athlètes québécois qui y participeront. Et en terminant, au nom de tous les membres de TVA Sport, j'aimerais vous offrir à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Au revoir et à bientôt. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec Chrysler Canada. Exotisme, amour et passion. Voyez Robert Redford et Meryl Streep dans Souvenirs d'Afrique, ce soir, 19h30.